Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal d'information ici 19h en Provence-Alpes, dont voici le sommaire. Une histoire touchante d'abord, la famille amérindienne d'un soldat mort il y a 80 ans jour pour jour était à Pérols aujourd'hui. Un hommage lui a été rendu, il a participé à libérer la Provence, vous le verrez. Les Jeux paralympiques commencent dans une semaine, c'est juste le temps qu'il faut à 8 binômes malvoyants-voyants pour parcourir la France. Ils sont partis de Marseille tôt ce matin à vélo, direction Paris, nous les avons rencontrés. Et puis les urgences sont saturées dans plusieurs villes de France, c'est l'actualité nationale du jour. À Nantes, 4 patients non pris en charge seraient décédés d'après les syndicats. Les commémorations des 80 ans du débarquement de Provence continuent. Pérols, dans les Bouches-du-Rhône, fête sa libération aujourd'hui. Le 20 août 1944, c'est aussi le jour où un soldat amérindien a été tué dans ce village. Sa nièce et sa petite-nièce ont fait le déplacement depuis l'Oklahoma. Flavie Rocher et Nicolas Carme les ont rencontrés. Un défilé pour célébrer 80 ans de liberté. Une commémoration aux aires de réception pour le village. Au milieu des habitants en tenue d'époque, 2 invités d'honneur, ces Américaines de la tribu amérindienne des Chactas. Mon oncle était code talker, un code talker Chactas. Il a utilisé sa langue pour sauver votre langue. Et ça a marché. En 1944, le soldat Andrew Perry joue un rôle clé dans la libération. Amérindien, il fait partie des Code Talkers. Il utilise la langue de sa tribu pour transmettre des informations. Impossible pour l'occupant de les déchiffrer. Pris sous le feu de l'artillerie allemande, il décédera ici après avoir libéré Pérols en Provence, un lieu sacré pour ses descendantes. Cette fumée porte nos prières. Un rite amérindien pour se rappeler. Ma grand-mère n'a pas pu lui dire au revoir. Sa sœur n'a pas pu lui dire au revoir. Donc je viens ici pour me souvenir. Je prends de la terre, puis la ramène chez moi. Je la verse sur la tombe de ma mère. Si Debbie et sa fille sont ici, c'est grâce à ce passionné d'histoire. Ça m'a beaucoup touché. Donc je me suis lancé un petit peu à la recherche de savoir s'il avait la famille encore vivant aux États-Unis. J'ai jeté une petite bouteille à la mer, comme on dit sur Facebook. Et j'ai rapidement retrouvé sa nièce, Debbie Chechewala. Michael, sa femme et le maire sont comme une deuxième famille pour Debbie. Elle vient ici pour la 3e fois. Le prochain rendez-vous sera en Oklahoma. Les Français sont invités à une cérémonie amérindienne comme ultime preuve de reconnaissance. Toulon, elle, a été libérée le 27 août 1944, après 7 jours de combat. Ce 20 août, c'est donc l'anniversaire du premier jour de la bataille, la plus meurtrière de notre région. La victoire est celle de 250 000 soldats français de l'armée B, c'est-à-dire les troupes des colonies françaises en Afrique. Une histoire passionnante que vous racontent Ali Marciniki et Sylvain Bouillot. Une ville dans le chaos. Le 20 août 1944, la bataille de Toulon commence. Les habitants apeurés restent cloîtrés chez eux. Alain Roubieux s'en souvient encore. Il n'avait à l'époque que 6 ans. Vous savez, on ne sortait pas beaucoup, là. C'est pas une période où on est sorti, là. Parce que même le centre Toulon, on n'y allait pas. Hein. On voyait beaucoup de fumée, on restait là. Hein. Voilà la maison. C'est dans cette maison du quartier Sainte-Mus qu'Alain vivait avec ses parents. Elle n'a pas changé un chouïa. Elle est restée pareille. Entre les bombardements alliés et l'occupation allemande, Alain entend encore le bruit de la guerre. Des bruits de canons, des bruits de DCA en permanence, des bruits de mitrailleuses. Et puis le silence. Le silence parce qu'après le 23, c'était fini. Ils sont montés le 23. 200 mètres plus haut, sur les collines du Thouars, l'armée allemande occupe ses blocos équipés de canons. Le 23 août 1944, l'armée française libère le site. C'était perdu d'avance, parce qu'ils sont montés, la première DFL, ils sont montés en masse. Hein. Puis il fallait voir un peu comment les tableaux marocains ou les tirailleurs sénégalais montaient. Hein. C'était des sacrés gaillards. Hein. Reprendre le contrôle des points hauts comme les forts du Coudon et du Montfaron, c'était l'un des objectifs fixés par le général Delattre de Tassigny. Entre Nice et Marseille, la bataille de Toulon fut la plus meurtrière. 2700 soldats alliés ont perdu la vie. Les Allemands avaient reçu pour consigne
de combattre jusqu'au dernier, parce qu'il était vital pour eux que les Alliés ne puissent pas s'emparer de ports à grande capacité. Et c'est pour ça qu'ils sont battus aussi durement à Marseille et à Toulon. Dans les quartiers ouest, une stèle rappelle ce lourd tribut payé dans cette bataille. 27 soldats du régiment des tirailleurs algériens sont tombés pour libérer Toulon. La prise de la poudrière Saint-Pierre à seulement quelques pas d'ici était une étape cruciale, une mission périlleuse. Les Allemands, ils avaient des mitraillettes en haut de la colline, ils avaient une vision sur une grande partie de la vallée. Ça fait que c'était une forteresse, imprenable quasiment. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de problèmes pour prendre la poudrière. 2 jours de combat acharnés, les Allemands avaient quelque chose à cacher. Ils assemblaient des sous-marins dans une des galeries. Et c'était une nouvelle technologie allemande et ils ne voulaient pas que la technologie tombe aux mains des Alliés. Les combats se poursuivent dans la rue. 17 000 soldats allemands sont faits prisonniers. Le 27 août, après une semaine de bataille, la capitale varoise peut enfin célébrer sa libération. Meurtrie, complètement détruite par les bombardements, Toulon, un port, une ville à reconstruire. Chaleur plus Mistral, c'est la mauvaise formule de l'été. Le niveau de risque de feu de forêt est très sévère dans les Bouches-du-Rhône. Demain, 23 massifs seront fermés sur les 25 que compte ce département. Une dizaine est fermée également dans le Vaucluse, dont le Luberon et les Monts de Vaucluse. Dans le Var, 2 massifs sont également interdits d'accès. Elles reviennent régulièrement. Des punaises de lit ont été retrouvées à l'hôpital Nord de Marseille. Les patients et les salariés sont invités à les signaler. La PHM assure être mobilisée dans le dépistage et le traitement des zones infectées par cet insecte. Les détails de cette information sont à lire sur notre site internet. Première soirée de Ligue 2 au Vélodrome hier soir. Triste retour dans le monde professionnel pour le football club de Martigues. Les Provençaux ont commencé leur saison dans un stade vide. Ils n'ont rien pu faire face à Lorient. La saison risque d'être longue. Michel Aliaga et Valérie Bourg. C'est d'une tristesse infinie. Un stade vide, comme au temps du Covid. Voilà le décor des matchs à domicile du football club de Martigues. Jusqu'à au moins Noël, le club provençal va vivre dans l'anonymat et dans un stade trop grand pour lui. Parce qu'en fait, c'est un stade qui n'est pas plus grand que les autres. Je parle de la pelouse, mais en fait, c'est tout ce qui est gigantesque, c'est autour. Et donc, forcément, ça impressionne toujours. On a l'impression que c'est immense, alors qu'en fait, c'est un terrain normal, quoi. Et donc, c'est vrai que si on avait pu s'habituer un peu à ça, ça aurait été une chose peut-être un peu plus intéressante pour nous. Voilà. Parce que c'est vrai que je dois reconnaître que sur les 10 premières minutes de jeu, on était un peu perdus sur ce terrain. Voilà. Sportivement, Lorient était bien trop fort. Et les Sang et Or ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs faibles moyens. Chez nous, il n'y a pas des conditions financières qui sont exorbitantes. C'est clair que je pense qu'avec les 2 plus gros, je ne sais même pas, peut-être même avec un salaire d'un joueur de Lorient, on peut payer toute la masse salariale de Martigues. Et l'épilogue que l'on pressentait est arrivé, comme si le scénario était écrit. C'est Bamba Dieng, ancien Olympien qui connaît par cœur le Vélodrome, l'auteur du but de la victoire. Oui, le ballon est bien rentré. Bamba, heureux de revenir dans son jardin. Ça fait toujours plaisir de jouer ici, de marquer ici. C'est à la maison, donc voilà. Je suis trop content d'être ici. C'est plus simple parce que j'ai des repères. J'ai joué 40 matchs ici, donc je connais très bien les stades, donc voilà. C'était plus facile pour moi aussi. Dans 3 jours, déjà, Martigues jouera à Annecy avec l'espoir de gratter des points pour atteindre l'objectif de se maintenir en Ligue 2. Du sport toujours, les JO ne sont pas terminés. Les compétitions paralympiques débutent mercredi prochain. Le temps pour 8 tandems composés à chaque fois d'une personne malvoyante avec un voyant d'arriver à Paris. Ils sont partis de Marseille tôt ce matin. Ces paracyclistes vont parcourir 940 km à vélo en 8 jours. Un défi de taille. Clémence Fournival, Malik Karouche. Le soleil n'est pas encore levé sur le Vieux-Port, mais la bonne humeur est déjà présente au sein du groupe. Au menu de cette première étape, 128 km en direction d'Entraigue-sur-Sorgue. Les cyclistes malvoyants sont impatients de donner les premiers coups de pédale. Je me languissais de partir parce que je commençais à stresser. Et là, au bout, il faut qu'on y aille. Ça fait quand même un moment qu'on attend ça. Ça fait plusieurs mois qu'on ne parle que de ça. Et même depuis quelques semaines, ça revenait dans le sujet tous les jours, en fait, dans le sujet de conversation.
7h30, le départ est donné. Les binômes composés d'un pilote voyant et d'une personne en déficience visuelle ne font qu'un sur le vélo. Une entente travaillée lors des entraînements, car le tandem demande une certaine synchronisation et communication. On leur parle plus, hein, on leur indique les obstacles, on leur indique les feux rouges, mais il n'y a pas de différence. Hein. Ils ont même beaucoup plus d'abnégation, de résistance à l'effort. Ils arrivent à faire des choses, à se surpasser plus, je trouve. L'objectif de cette traversée vers la capitale est de démocratiser la pratique handisport à tous. On peut faire du sport et c'est très bon pour nous, pour le moral, pour tout ça. Moi-même, j'ai perdu la vue, j'ai eu 3 ans de déprime, voilà. Et puis maintenant, c'est super. Le petit groupe espère arriver le 27 au soir pour le lancement des Jeux paralympiques. Jouer sur des pianos qui ont appartenu à d'immenses compositeurs, c'est l'expérience inédite que propose le festival Chant des Chopin. À ses musiciens, toute la semaine à la Seine-sur-Mer, des pièces historiques de collection du 19e siècle se font entendre. Flore Fenouillet et Sylvain Bouillot ont assisté aux dernières répétitions. Sophie Telon est à l'affiche du festival dimanche. Avant le coup d'envoi, elle doit élire le piano qu'elle jouera sur scène pour interpréter le concerto de Mozart en La majeur. Parmi ces 3 instruments d'exception, son choix s'est porté sur ce Pleyel de 1920. Il y a la couleur du son, il y a comment réagit le piano parce que il a un certain âge par rapport à toute la mécanique, voir comment il réagit. Et du coup, le son qu'on préfère. Voilà. C'est un peu une chose intime en fait aussi. Il faut l'apprivoiser, je dirais. C'est vraiment une question d'apprivoiser la bête parce que ça ne répond pas du tout ce qu'on appelle ça. Ça n'a pas la même réponse qu'un piano moderne. Des pianos anciens, dont celui-ci, acheté par la cantatrice soprano Christelle Di Marco et son époux. L'idée du festival a germé grâce à ce prototype en bois de rose datant de 1840, un piano de la série de ceux qu'avait joué Frédéric Chopin. C'est vraiment lui qui est à la base de la création de ce festival, parce qu'on voulait proposer au public quelque chose de différent, parce qu'effectivement, des concerts, il y en a partout, mais avec ce type d'instrument, il y en a très très peu. Et en plus, c'est une défense d'un patrimoine, parce que certains considèrent ces instruments comme des vieilleries, alors que ce sont vraiment des objets d'histoire et qui ont des choses à dire. Cet instrument a traversé presque 2 siècles de musique entre Londres, la Belgique et aujourd'hui la Seine-sur-Mer et le Fort Balaguier, un cadre historique pour un voyage hors du temps. Place à notre série des vacances à la découverte des plus beaux chemins de France. Aujourd'hui, direction le massif vosgien situé dans le nord-est de la France. C'est une destination de moyenne montagne, très prisée des amoureux de la nature, mais aussi des sportifs. Un massif où les habitants ont à cœur de préserver et valoriser leur environnement. Anne-Sophie Pierson, Jean-Pierre Petit-Colas. Bonjour et bienvenue en plein cœur du massif vosgien. Avec 14 sommets à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est un paysage vallonné que nous allons parcourir ensemble avec une météo souvent changeante. C'est surtout une flore et une faune exceptionnelles que les habitants tentent ici de préserver et de transmettre. Bonjour Yannick, qu'est-ce que tu as prévu ce matin pour nous? Alors ce matin on s'est levé tôt pour aller voir le lever du soleil et c'est un moment qui est vraiment sympathique pour découvrir la veille des chamois. Donc là on est au col du Wormsper, à peu près à 1280 mètres et on va monter gentiment vers le sommet du département des Vosges qui s'appelle le Honeck, qui est là-haut, 1363 mètres et peut-être que sur le chemin on verra des chamois qui commencent à gambader. Voilà. On y va? On y va, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez vu les enfants, il y a 3 chamois qui sont vraiment en contrebas, 4 même, ouais, 4. Donc là ils sont vraiment aux aguets, ils nous ont repérés depuis un petit moment déjà, donc ils savent qu'on est là. Et c'est un endroit ici où on en voit beaucoup. Oui, le massif du Honeck, globalement la grande crête du massif des Vosges, c'est le lieu de vie du chamois. C'est un animal qui est très bien adapté pour vivre dans ces parois rocheuses, très escarpées.
Il a des sabots, on va dire, qui sont bien adaptés pour courir, pour gambader sur les rochers. Le chamois, en 10-15 minutes, il peut faire un dénivelé de 1000-1500 mètres, monter très rapidement. Rien à voir avec nous, quoi. Alors nous, on prendra un petit peu plus de temps, mais oui, c'est vraiment un lieu de vie qui est... c'est son lieu de vie, quoi. C'est une espèce qui avait disparu. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les Français avaient en charge le massif forestier de la Forêt Noire. Et en récompense de la bonne gestion par les forestiers français, les Allemands nous ont octroyé 11 chamois qui ont été réintroduits en janvier 1956 dans le massif des Vosges. Notre route se poursuit à présent un peu plus au sud, direction Saulxures, sur Moselotte, où nous avons rendez-vous avec Laura et Lionel Vaxeler. Depuis plusieurs années, ce couple d'agriculteurs se bat pour défendre et préserver une race emblématique du massif, la race vosgienne. Sur l'estime, c'est là que les vaches passent l'été, c'est ça? Oui, c'est à la période-ci, donc toute la période estivale, nos vaches sont autour de la ferme auberge, ouais, à pâturer l'herbe de nos montagnes, notre herbe riche en fleurs. Vous êtes l'un des rares à continuer à faire la transhumance, qu'est-ce que ça apporte? Alors en fait, d'avoir 2 sites, on fait la transhumance, ça nous permet de garder nos parcelles qui sont en fond de vallée, qui sont le plus plat possible, pour pouvoir récolter nos fourrages pour l'hiver. Et nos Vosgiennes sur notre montagne, ça permet aussi l'entretien et l'ouverture de notre massif vosgien. C'est notre petite race montagnarde avec sa raie blanche. Et on aime bien dire que la raie blanche, c'est un peu les neiges éternelles du massif vosgien. Il y en a une particulièrement qui a remis la race vosgienne ici au goût du jour. Bah, c'est Guerrely, en fait, c'est notre grande championne en titre du salon d'agriculture et du national de la race. C'est celle qui fait aussi la fierté de notre ferme. On dit toujours que quand on fait le salon d'agriculture et quand on le gagne, on a réussi notre carrière. Nous, on a déjà gagné 3 fois Paris. Donc j'ai réussi ma carrière. Et pour valoriser le lait de leur vosgienne, Laura et Lionel Vaxeler ont installé leur fromagerie en plein cœur de la ferme familiale. Laura, ici on se trouve dans l'espace de transformation, c'est ça? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi un petit peu. Donc là je suis en train de démouler et de saler les fromages que j'ai fait la veille. Alors là c'est une transformation type Münster. À côté j'avais fait du petit blanc, ça sera du type camembert, c'est la croûte blanche qui va se développer dessus. À côté là il y a les petites bûchettes de fromage frais. Vous avez créé cet espace de transformation il y a à peu près une dizaine d'années. L'idée c'est vraiment de pouvoir transformer directement le lait de la ferme. Voilà, on a un troupeau de vaches laitières et puis tout notre lait partait en laiterie. Donc moi j'ai apporté le projet fromagerie à la ferme pour valoriser directement le lait en le transformant et en faisant la vente directe derrière. Prochaine étape de notre périple, nous sommes désormais à Bussan et nous allons prendre de la hauteur pour nous attaquer à la seule Via Ferrata des Vosges. Bonjour Dominique. Bonjour Anne-Sophie. Alors qu'est-ce qu'on a prévu exactement? On commence par s'équiper, c'est ça? On va commencer par s'équiper, mettre un baudrier d'escalade avec une longe de Via Ferrata, un casque et après c'est parti pour la première boucle. Première règle de sécurité en Via Ferrata. Donc nous avons 2 longes avec des mousquetons automatiques. Donc les mousquetons automatiques, on les accroche en permanence sur le câble. Voilà, toujours les 2. On met la main sous les mousquetons et à ce moment-là, on utilise les échelons pour escalader. Voilà, je me demande si je vais là. Super Anne-Sophie. Hop. Voilà, comme ça. La poutre bouge un peu, mais bon, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est solide. C'est solide. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la Via Ferrata? Ce qui me plaît dans la Via Ferrata, c'est mon bureau, c'est dehors. Être sur la roche, rencontrer des gens. C'est ça l'intérêt de mon travail. J'y vais comme je le sens. Bah, oui, bah écoute, tu le sens parfaitement. Hop. Merci beaucoup, Dominique, pour la balade. Poursuivons notre route toujours plus haut, direction le Markstein, 1200 mètres d'altitude, un lieu de rendez-vous des parapentistes.
Bonjour. Bonjour Bastien. On est ici, on va dire, sur un site privilégié vraiment pour le parapente. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de ce site? On est au Marstein, au cœur du massif vosgien, et c'est l'un des plus beaux sites de l'endroit parce qu'on a une aérologie qui est idéale. On le voit là par les parapentes qui arrivent à monter assez facilement. Et on va pouvoir comme ça partir, s'élever, visiter un petit peu, vue du ciel les Vosges et revenir ici. Le harnais, on va enfiler comme un sac à dos. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'être assis pendant le vol. D'accord. Par contre, avant de s'asseoir, j'ai besoin de ton assistance pour le décollage. Ok. Moi, je ne pourrais pas tout faire tout seul, il va falloir que tu m'aides. C'est bien rester debout dans un premier temps, résister à l'effort, parce que ça va nous tirer un petit peu en arrière, et essayer d'avancer en courant, en trottinant, le plus longtemps que tu peux. D'accord. Même si tu crois être décollé, tu restes toujours à courir. Ouais. Alors, on va un petit peu courir dans le vide, mais c'est ce qu'il faut. Voilà, t'es prête là? Ouais. Allez, on se penche en avant, on accélère. On court, on court, on court, on court, on court. On court. Voilà, super. Tu peux te basculer en arrière. Tu peux passer un bras derrière une sangle et on lève les genoux dans la poitrine, on gagne les abdos. Voilà. T'es bien installé là? Ouais. Eh ben allez. Tu me dis, hein, bienvenue si, en vol. Ah, on sent pas du tout le décollage, c'est marrant. En fait, ça va, hein? Ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. On court, et tout d'un coup, on est dans le vide. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette activité particulièrement? Alors, ce qui me plaît dans le parapente, c'est qu'il n'y a pas de chemin de tracé. C'est à nous de le dessiner en fonction des conditions météo. Le vent, le soleil, le relief et les autres parapentes. Et avec ces éléments-là, on va construire quelque chose. Il n'y a pas deux vols qui se ressemblent et on ne se lasse pas. Notre chemin s'arrête ici à quelques 1800 mètres au-dessus des sommets vosgiens. Une vue à 360 degrés. J'espère que vous avez profité, vous aussi, de la balade. Voilà pour l'actualité régionale. Place à l'information en France et dans le monde.